Voilà, bonjour. Je suis ici avec une dame très importante au Parlement européen, une vraie héroïne à mon avis, qui a fait une énorme contribution en fait lorsque nous parlions du Covid il y a quelques années et qui a été vraiment, je crois, fondamentale. Sa contribution était fondamentale pour organiser la résistance contre ce que nous avons vécu pendant la période du Covid-19. Virginie Joron, bonjour et merci Bonjour. d'avoir accepté de parler ici dans ce cadre-là de toutes vos expériences au Parlement européen et d'un grand nombre aussi de sujets d'actualité. Mais commençons peut-être par le Covid-19 parce que vous n'avez pas encore fini. Cette lutte, elle continue. Comment voyez-vous la situation actuelle à quelques années des événements qui ont marqué le début des années 20? En tout cas, merci pour votre invitation et surtout de remettre sur la table ce sujet important, la crise du Covid et la gestion du Parlement européen. Alors, vous avez utilisé un mot qui est beau, héroïne. Je dirais pas j'emploierai pas ce terme, mais je l'apprécie et nous étions à l'époque un petit groupe à vouloir cette résistance parce qu'on voulait des réponses à nos questions. Et nous ne les avons pas eues et on ne les a toujours pas actuellement. Donc effectivement, durant la période Covid, vous avez cette chape de plomb énorme, ici surtout à Strasbourg, au Parlement européen. On l'a découvert d'ailleurs au travers des contrats. Les contrats d'achat des vaccins, je rappelle que c'est 71 milliards d'euros pour 4,6 milliards de doses qui ont été négociés en toute opacité. Avec cette histoire que tout le monde connaît, le Pfizer-Gate, Madame van der Leyen qui par téléphone, par SMS avait négocié avec Albert Bourla, le PDG de Pfizer, en toute opacité et qui pourtant on avait des traces de ces échanges. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison, et je dis bravo, donc Luxembourg à l'honneur, puisque la CJCE a condamné la Commission parce qu'elle a opéré donc d'une mauvaise gestion. Donc ça, c'est une actualité qui est très récente, c'est cette année. On a eu cette condamnation, ce qui a donné suite, effectivement, au dépôt d'une motion de censure que nous avons signée, oui. Parce que la résistance continue. Oui. Et d'ailleurs, merci aussi d'être là. Et je suis heureuse d'avoir maintenant un nouveau partenaire dans ce combat. Parce qu'effectivement, durant cette période de Covid, il y avait très peu de personnes qui ont pris ce sujet à cœur. C'est vrai que moi, je l'ai pris à cœur parce que je suis aussi une maman. Et pendant cette période Covid, j'ai eu beaucoup de demandes parce que c'est vrai qu'en tant que responsable politique, étant dans la matrice, il nous posait des questions sur l'obligation de cette vaccination qui n'était pas directe. C'était ça la problématique. C'était très insidieux. C'était qu'on poussait à... Oui. Il y avait des recommandations. Ici au Parlement, c'est eux qui avaient instauré, vous savez, ce fameux pass sanitaire. Qu'en France, nous, on l'a travesti en pass vaccination. Oui. Et donc, il y avait vraiment une volonté réelle et très forte d'imposer cette obligation vaccinale. Et donc, beaucoup de parents m'avaient alerté à l'époque parce que les enfants étaient aussi la cible de cette obligation vaccinale. Et on a eu des cas malheureux. Et moi, c'est ce qui m'a fait réagir. C'est-à-dire qu'effectivement, 2 décès de jeunes adolescents dans une période très courte, c'était Maxime Beltra, puis après... cette petite Sophia au mois de septembre à la rentrée scolaire, ça m'a émue, ça m'a touchée et j'ai dit je vais prendre en main ce dossier, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Et ce qui était dedans, c'est qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'études, et on l'a constaté lors de la commission spéciale Covid, il n'y avait pas d'études qui disaient effectivement que la vaccination protégeait de la diffusion du virus. Oui, justement, parlons encore de cette période du Covid parce que les gens ont tendance à oublier assez rapidement ce qui s'est passé. Mais je crois qu'on n'a pas le droit d'oublier parce que nous avons vécu des temps très préoccupants. D'abord, en ce qui concerne la facilité avec laquelle les droits fondamentaux des gens ont été remis en question et aussi la facilité peut-être avec laquelle les gens ont accepté d'abandonner leurs droits fondamentaux sous la pression politique ou peut-être parce qu'on leur a fait peur, etc. Exactement. Donc, c'est très grave à mon avis. Et un autre côté sur lequel je voudrais insister aussi un peu plus, c'est la question de l'état de droit. Parce que l'état de droit, il est toujours invoqué, mais nous voyons que la Commission européenne, qui ne cesse d'invoquer l'état de droit à l'encontre de la Hongrie, ou à tort et à travers finalement, mais elle viole également, de façon consciente et systématique, un jugement rendu par la Cour de justice européenne. Donc, où est
le respect de l'état de droit par une commission européenne, par une Madame von der Leyen, qui a été condamnée à publier et qui refuse de le faire. Alors, comment voyez-vous cet état, d'abord, en ce qui concerne les conséquences sur notre société, la facilité à imposer des règles contraires aux droits fondamentaux et d'un autre côté, ce refus de se plier à un jugement de la Cour de justice de la part de la Commission européenne? Eh bien, la Commission, sous prétexte de crise, effectivement, s'arroge des nouvelles compétences. On l'a vu durant la période Covid, elle s'est arrogée la compétence santé. On le voit durant la période de crise en Ukraine et en Russie, elle se prend la compétence défense. Aujourd'hui, elle s'est inventée une nouvelle crise, c'est l'atteinte à la démocratie. Oui. Et donc, sous prétexte d'atteinte à la démocratie, elle va récupérer cette compétence en gestion des médias et des élections. Et en fait, c'est comme une nouvelle religion, la Commission européenne. Sous prétexte de défendre des valeurs de l'Union européenne, sans définir ce que c'est les valeurs de l'Union européenne, eh bien, elle ne respecte même plus ces traités. Vous l'avez très bien dit, effectivement. Elle a été condamnée à plusieurs reprises pour défaut de bonne administration. La médiatrice européenne, à l'époque, elle l'avait aussi dénoncé. Il y a plein de cas de mauvaise administration. Mais parce qu'ils considèrent comme une religion que les valeurs que la soi-disant commission défend sont supérieures à ces traités, aux règles de droit, eh bien, elle ne les applique pas. Donc c'est très grave ce qui est en train de se passer. C'est parce qu'en plus, on l'a vu, Madame von der Leyen, beaucoup le contestent de nos citoyens, elle n'a pas été élue directement par les citoyens. Et au regard de... Déjà, c'est le premier défaut, mais quand même, avec la complicité ici d'une majorité de parlementaires, eh bien, elle a cette espèce d'aura qui fait qu'elle est au-dessus de tout. Oui. On l'a vu avec cette histoire où il y a une condamnation réelle contre la Commission, qui aurait dû se traduire avec une motion de censure validée par l'ensemble des députés, puisqu'on leur a donné l'occasion de condamner la mauvaise gestion, eh bien, ils ne l'ont pas fait. Donc, complicité de certains députés européens qui finalement ne respectent pas aussi ces traités. Et vous avez bien vu, parce qu'au nom de valeurs de défense, de valeurs de l'Union européenne, sans toutefois les définir, eh bien, ils se sont arrogés ce droit, et je dirais même, en allant plus loin, cette forme d'autocratie. Oui. Puisqu'effectivement, verticalement, ça impose, ça sanctionne, et aujourd'hui, ceux qui sont dans le collimateur, c'est la Hongrie, mais demain, ça sera la Slovaquie. Oui. Et chacun de nos États, mais parlons peut-être aussi de l'état de la démocratie ou de la culture démocratique, parce que nous avons ici au Parlement européen ce cordon sanitaire qui est en train un petit peu de s'effriter, mais qui existe quand même, où on met de côté une grande partie des députés, donc de l'électorat. En fait, ceux qui ont mal voté, en quelque sorte, qui n'ont pas voté comme la Commission européenne et d'autres aimeraient voir la démocratie, eh bien, ils sont mis à l'écart. Mais vous êtes derrière ce cordon sanitaire, oui. Moi aussi, sans doute. J'en suis fière parce qu'à la fin, c'est eux qui ne respectent pas la démocratie. Exactement, c'est aussi mon point de vue. En fait, c'est contre la démocratie. Donc, en fait, ils jugent la façon dont les gens expriment leur liberté fondamentale, le fait de pouvoir voter comme ils veulent. Ils veulent mettre à l'écart l'opposition pour pouvoir mieux, en fait, régner avec un minimum de contrôle. Je crois que c'est ça ce que nous voyons, c'est inacceptable. C'est inacceptable et en fait, c'est d'une grande hypocrisie. C'est-à-dire, quand vous rentrez au Parlement européen, vous avez en gros démocratie en action. Oui. Et à l'intérieur, et aussi, comme vous l'avez dit, défendre l'état de droit dans toute l'Union. Et c'est les premiers à ne pas respecter leur propre règlement intérieur. Je vous donne un exemple. Normalement, par rapport à la loi DONT, puisque nous sommes le troisième parti ici au Parlement européen, le Parti des Patriotes pour l'Europe, normalement, par la loi DONT, on devrait avoir accès à des vice-présidences dans toutes les commissions. Et ils ont fait en sorte de ne pas respecter ce règlement. Et donc, du coup, moi, cette semaine, j'ai rappelé à l'ordre Mme Metsola, la présidente du Parlement, qui a refusé, qui a acté finalement qu'on enfreigne ce règlement. J'ai déposé un amendement pour lui signaler qu'il ne respectait pas ce règlement. Et en fait, elle n'a même pas accepté le dépôt de l'amendement, sans en plus le motiver. Donc, vous voyez le décalage. Mais vous l'avez dit, parce qu'ils considèrent qu'ils sont au-dessus de tout. Ils considèrent que eux ont bien été élus et nous, finalement, on a mal été élus. Ils nous considèrent comme, en fait, tous comme des sous-citoyens, alors que, en même temps, c'est quoi les valeurs de l'Union européenne ? Oui. Normalement, c'est la non-discrimination.
normalement, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes et l'égalité entre tous les partis politiques. Je veux dire, nous sommes un parti qui est reconnu par la Constitution. Nous sommes élus comme tous les autres concurrents à ces élections. Donc, en fait, c'est eux qui ne respectent pas la démocratie. Et il y a un certain extrémisme, en fait, mais pas du côté des patriotes ou de la droite ici au Parlement européen, mais moi je vois cet extrémisme du côté du centre et de la gauche. En fait, je ne sais plus où est la différence ici entre le centre et la gauche. C'est plus ou moins la même chose. Mais il y a d'abord ce phénomène systématique de dépassement des compétences ou de prendre des compétences pour l'Europe qu'ils n'ont pas dans les traités, pas du tout. Ils ne veulent plus de révision de traités parce que justement cela mettrait les parlements nationaux et les populations avec des référendums en mesure de les limiter. Et ils veulent enlever le droit de veto à certains États parce qu'ils considèrent qu'effectivement ça va à l'encontre de leur agenda. Oui, donc maintenant les États membres risquent d'être mis au pilori, d'être écartés, voilà. Mais il y a aussi une folie, je dirais, dans le radicalisme parfois. Et je pense souvent au comité femmes. Je suis membre au comité femmes et je vois avec quelle radicalité et aussi quelle haine parfois les arguments sont avancés dans ces comités-là. Maintenant, nous avons une règle budgétaire, une nouvelle règle budgétaire, comme quoi chaque dépense européenne doit aussi avoir une ligne budgétaire des genres. Donc, pour les ponts à construire, pour les routes à construire, il faut une ligne budgétaire du genre. Vous êtes, je crois, membre aussi du comité budgétaire et du comité de la vérification des comptes. C'est ça, contrôle budgétaire. Le contrôle budgétaire. Ouais. Est-ce que vous avez des expériences à raconter sous cet aspect-là? Effectivement, donc moi par contre, contrairement à vous, j'ai quitté la commission femmes. Quand j'étais au précédent mandat, j'y étais et j'ai vu que c'était de la folie, c'est de l'idéologie, c'est de la déconnexion, c'est pas la réalité, hein. La réalité avec la délinquance, on le sait, avec les violences faites aux femmes. Et en fait, non, on est passé d'une égalité des genres où normalement il y avait 2 genres, hein, hommes et femmes, on est passé maintenant à multigenre. Et finalement, la première cause où peut-être on a effectivement, il faut protéger les communautés qui sont minorités ou qui sont sensibles ou qui sont sincèrement à protéger. Je dirais effectivement, il y a le problème de l'égalité salariale. Mais là, finalement, on a une déviance de cette idéologie où finalement, on efface les 2 genres, hommes et femmes. Et ce que j'ai vu dans le contrôle budgétaire, puisqu'on a eu ce budget, c'est qu'effectivement, maintenant, des lignes sont dédiées pour tous les budgets à pousser à ce que on identifie et on favorise les genres. Mais encore une fois, moi, ce qui nous pose problème, c'est qu'en fait, de 2 genres, on est passé à 150 genres. Oui. C'est n'importe quoi. Personne ne s'y retrouve plus. Et puis, là aussi, ce n'est pas une demande de nos concitoyens. Non. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai déposé cet amendement qui est relatif à ce contrôle budgétaire, où il y a une volonté de mettre des budgets en fonction des genres, notamment parce qu'il disait qu'effectivement, il y a peut-être de la discrimination en politique, dans les institutions. Il faut favoriser donc l'égalité des genres. Et c'est pour cette raison que j'ai déposé cet amendement qui a été refusé par un Metsola, parce que là aussi, quand on leur met le nez dans leur hypocrisie, là, ça leur convient pas. Alors, c'est vrai que nous, on a voté contre ce budget genré. La petite anecdote que j'ai, c'est que le PPE, dans nos travaux, était aussi contre. Moi, dans les couloirs, une éminente membre de cette commission m'a dit « C'est de la folie, jamais je ne voterai pour ce budget ». Alors, j'ai regardé. À la fin. Et elle a voté pour. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Dans les couloirs, ça râle. J'ai la même anecdote pour le rapport du Covid. Pareil, dans les couloirs, la rapportrice me dit oui, ce dossier, il tient pas la route. Parce qu'on avait fait un rapport sur le Covid à la fin où il fallait mettre en place une stratégie vaccinale européenne et mondiale. Me dit, mais tu sais, moi, Virginie, jamais j'ai fait vacciner mes enfants. Et je dis, mais comment tu as pu faire ce dossier pendant plus d'1 an à soutenir cette stratégie? Et là, tu me dis que tu n'as pas vacciné tes enfants, que tu ne veux pas les faire vacciner. Et ça, c'est souvent comme ça, beaucoup d'hypocrisie. Mais pour revenir à la première question, pourquoi ils font tout ça, en fait? Ce n'est pas pour protéger les citoyens. C'est juste qu'ils veulent garder le pouvoir. Ils veulent juste rester en place. Et ce qu'ils voient, c'est quoi? C'est qu'à chaque élection, parce que les gens le voient, ça, le décalage, l'ont vu pendant la période Covid,
parce que certains, ceux qui ont cru à cette stratégie qu'il fallait se faire vacciner, certains l'ont fait. Ils ont eu des effets secondaires, ils ont eu des problèmes derrière. Et là, on les a ignorés. Mais vous avez dit quelque chose de très important maintenant, donc je voudrais intervenir directement là-dessus, parce que vous avez dit ils voient l'évolution. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'ils mettent en place tout cet instrumentarium de censure, de répression, de discours de haine, etc. Ils mettent en place un dispositif judiciaire pour juguler l'opposition, pour ne pas nous permettre de pouvoir vraiment participer au débat démocratique, parce que pour eux, le débat démocratique, c'est leur agenda, ce n'est pas le nôtre, ce n'est pas la liberté du citoyen, ce n'est pas les élections, c'est de garder le pouvoir. Moi, je ne dis pas dispositif, je dis un écosystème. Ils sont en train de mettre en place un écosystème pour protéger leur siège et leur agenda. Agenda fédéraliste, agenda où ils veulent plus qu'une seule gouvernance, une seule présidence, un seul traité, un seul peuple, un seul hymne, un seul drapeau. C'est ça la volonté. Tout en proclamant la diversité. Donc, voilà. Oui, c'est écrit dans leur papier, c'est unis dans la diversité. Mais franchement, encore une belle hypocrisie. Et donc, leur agenda, c'est celui-là. Et pour atteindre cet agenda, il faut effectivement qu'ils aient des sièges, et il faut qu'ils aient une majorité. Et au fur et à mesure du temps, les gens ils ont compris que la supercherie de l'Union européenne, qu'on leur a vendue. Je me rappelle à un moment donné, moi, quand je faisais les marchés, j'entendais mes concurrents qui disaient l'Europe, c'est la paix. Mais là, c'est pas la paix, là non, c'est le chaos. Ce n'est plus la paix. C'est plus la paix, c'est le chaos. Et donc, les gens... ils n'ont pas besoin de regarder la télévision. Ils le vivent, cette crise. On le voit avec la crise de l'automobile. On le voit là avec les agriculteurs qui étaient encore cette semaine à manifester avec le Mercosur, entre autres. Donc cette réalité, eux, à Bruxelles, ne veulent pas la voir. Mais c'est quelque chose qui me déçoit et qui me fait enrager en même temps. Parce qu'il est vrai que l'Union européenne, après la Deuxième Guerre mondiale, était un fantastique projet de paix. Tout à fait. Mais maintenant, ils sont en train de pervertir cela. Donc, en fait, ce n'est plus cette ère démocratique, cette ère de paix, mais ça commence à se transformer en une sorte de super-État fédéral, autocratique, peu démocratique, qui impose des règles idéologiques aux États membres et à nos citoyens. Donc tout cela sont en train de pervertir une idée très belle. Oui, parce qu'en fait, dans cet agenda de construction d'une Union européenne fédéraliste, il ne leur faut pas de bâton dans les roues. Et nous sommes pour eux un bâton dans les roues. Et donc, comme ils ont compris que leur agenda avait du mal à avancer, ils sont donc en ce moment, actuellement, et vous êtes aussi dans la commission bouclier... Non, malheureusement, je ne suis pas là-dedans. Alors c'est peut-être une chance parce que c'est de la folie furieuse et j'invite nos auditeurs à regarder parce que c'est public ce qu'il se passe, parce que c'est très dangereux ce qu'ils sont en train de mettre en place. Donc vous dites bouclier de la démocratie, mais c'est un bouclier contre la démocratie. Effectivement, c'est pour la démocratie, mais pour nous, on le voit contre la démocratie. Donc, ils sont en train de mettre en place un écosystème pour soi-disant protéger les citoyens des partis dits comme nous, un peu critiques, parce qu'on peut être critique quand même quand ça ne va pas. Ils ne veulent pas de ça. Donc, ils sont en train de mettre en place un écosystème pour contrôler les médias, contrôler les élections. Le meilleur exemple, c'est les élections en Roumanie. Qu'on peut annuler maintenant. Annuler, on annule parce que TikTok a influencé, soi-disant, les électeurs. Contrôler les plateformes du numérique, parce que ce qui s'est passé depuis 25 ans, c'est que tous les médias mainstream, ils ont perdu des auditeurs. Et en même temps, ils montaient ces nouvelles plateformes du numérique. Et ces plateformes numériques ont maintenant autant de poids en termes d'influence que les médias mainstream qui nous ont beaucoup menti, qui ont fait beaucoup de désinformation. Pendant la période du Covid. La guerre actuelle, impossible de débattre sur ces questions. Si moi, d'ailleurs, actuellement, je suis une grosse complotiste pour eux. Alors que je voulais juste, en tant que juriste, en tant qu'ancienne juriste dans les assurances, je voulais savoir qui était responsable de ce problème et surtout avoir accès au prix des doses. On nous a jamais dit combien coûtait la dose. On l'a su après. C'est entre 15 et 20 euros. Et la dose qui n'était pas livrée, l'annulation, c'était 12 euros. Donc 12 euros dans le vide. Et donc pour toute cette raison, et en même temps, vous voyez la montée des partis dits patriotes, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ils mettent en place cet écosystème pour contrôler finalement le bulletin de vote
des citoyens de demain. Comment faut-il réagir maintenant? Parce que nous avons fait une analyse de la situation, je crois, qui est largement partagée également dans le public. Les gens sont en train de se réveiller, etc. Ils votent autrement. Mais comment faut-il réagir? Est-ce que cette Union européenne peut être réformée, peut être redémocratisée, ou est-ce qu'il faut sortir, faire le Frexit au lieu du Brexit, suivre l'exemple britannique? Mais comment doit-on réagir à cela? Parce qu'on est en train de trahir un rêve que nous avions en commun, justement celui d'après la Deuxième Guerre mondiale. On voit qu'une autocratie se met en place, on voit que nos droits sont limités de plus en plus. On voit un alignement des gouvernements sur le diktat de Bruxelles. Je n'hésite plus à employer ce terme. Il y a quelques années encore, j'étais beaucoup plus prudent. Mais maintenant, comme je vois ce qui se passe ici, on ne peut plus parler d'autre chose. C'est vraiment une sorte d'État fédéral autocratique qui est imposé à nous tous. Mais comment réagir? Que peut-on proposer à nos électeurs? Est-ce qu'il faut sortir ou est-ce qu'il faut essayer de réformer? C'est vrai que ça peut être une des solutions, en sortir. C'est comme quand on joue au poker, on sort du jeu. Et est-ce qu'on gagne? C'est ça la vraie question. Moi, je suis plutôt à vouloir y rester. Pourquoi? Parce que je fais confiance à nos électeurs. Et j'ai encore confiance en la démocratie. À nous de continuer ce réveil. Il y a une partie, effectivement, qui est très réveillée. On le voit d'ailleurs au fur et à mesure des différents sondages. On voit que notre parti est toujours donné en tête, malgré tous les bâtons dans les roues, malgré toute cette campagne de nigrement. Donc, il y a une partie de la population qui s'est réveillée et qui maintenant, une fois, c'est comme le troisième œil. Une fois que vous l'avez ouvert, il est ouvert à jamais. On voit tout, 4D, 5D, 6D, on voit tout. Et donc, notre rôle, c'est de continuer ce travail, à continuer ce réveil, avec des sources, en utilisant les outils qui sont à nos dispositions, utiliser les plateformes, utiliser des médias qui sont dits alternatifs. Tant qu'on peut, parce qu'ils sont en train de censurer. C'est à nous de nous organiser. Moi, je dis une chose. Actuellement, ils sont en train de mettre en place un écosystème. Vous savez, les vérificateurs de faits, qui sont les nouveaux bras armés du nouveau ministère de la Vérité. Le ministère de la Vérité qui s'installe sont en train ici. de mettre en place. Et il faut bien dire aux gens que ces vérificateurs de faits, en fait, ce sont des organisations intéressées qui n'ont aucun agenda neutre, aucune qualification particulière, mais simplement elles vérifient si vous dites ce qu'il faut dire. Parce que c'est toujours pareil, follow the money. Oui. Ils sont financés par la Commission. Oui. Ils sont financés par des fonds européens. Ils n'ont aucune indépendance. Donc, à partir de là, vous savez dans quel narratif ils vont aller vérifier. Donc, à nous aussi de faire la même chose. À nous de nous organiser en fact-checkant les fact-checkers, en vérifiant les vérificateurs de faits. On a les mêmes sources. En se débarrassant d'eux, c'est encore mieux, changer les lois. On ne peut pas, malheureusement, bien sûr. Pour le moment, pas encore. Mais je pense que c'est à nous de faire ce travail. À nous aussi de montrer notre sérieux au sein du Parlement européen. Et puis, je vois bien que des fois, même au sein du PPE, ça commence un peu à réfléchir parce que, je veux dire, le PPE allemand, ils sont en train de voir leur crise industrielle. On n'est pas loin, on a Strasbourg, c'est en face. Ils sont en train de le vivre dans leur chair. Pourquoi la montée de l'AfD? Parce qu'ils défendent la réalité. Et donc, à nous aussi de continuer ce travail ici au Parlement européen pour les faire un petit peu prendre conscience qu'ils prennent un mauvais chemin. Et je pense que la bataille n'est pas du tout perdue. On le voit au fur et à mesure des élections. La dernière, c'est quand même la victoire de ANO, qui est un groupe de Babiš, qui était à un moment donné dans le groupe des macronistes, qui maintenant est chez nous dans le groupe des patriotes. Et quand vous regardez ce qui se passe en République tchèque, moi j'appelle ça les 50 nuances de bleu. C'est fini les rouges, c'est fini les socialistes, c'est fini tous ces gens qui ont fait croire qu'ils étaient pour l'égalité, pour les pauvres, etc. Donc c'est terminé. Il y a un réveil des peuples. Il est présent. C'est pour cette raison qu'ils sont tous ici en transe et ils sont en panique. Et c'est pour la volonté de maîtriser nos discours. Mais il y a ce réveil qui fait qu'il est inéluctable parce qu'il y a la réalité. Mais je voulais encore parler un petit peu de la France, si vous permettez, parce que c'est un pays que j'aime presque autant que les Français, parce que je suis étranger, mais en tout cas, la France est toujours une référence. Vous êtes un voisin très proche. Nous sommes au Luxembourg des voisins qui aiment la France, bien sûr. Et en fait, la France a toujours été aussi... Elle a toujours eu un rôle particulier en Europe. Elle a été, je parle au passé, un État fier, insistant sur la souveraineté, sur sa droit, sur sa vocation, sur son rôle dans l'histoire européenne, sur le poids de la culture. Oui. Donc tout cela a fait la France, en fait, sa renommée, son influence internationale. Maintenant, nous voyons qu'elle s'efface un petit peu. Donc elle s'efface par rapport à la Commission européenne. On voit ici que la Commission européenne s'arroge
le rôle de diriger l'Europe, alors que les États nationaux sont relégués au deuxième plan. Le Conseil, pour parler de façon institutionnelle, ne joue plus le rôle principal. C'est la Commission, c'est Madame von der Leyen. Alors, en tant que Française, est-ce que vous avez ce sentiment? Est-ce que vous partagez ce sentiment? Est-ce que vous dites, en tant que Française, et si vous arriviez au pouvoir, que la France doit se réaffirmer au sein des institutions européennes, comme les autres États membres, de changer les équilibres, rendre aux États ce qui leur est dû? Bien sûr. Je vais vous donner 2 exemples. Alors, au niveau français, c'est vrai qu'aujourd'hui, la France est en difficulté pour des raisons vraiment nationales. On le voit, on n'a pas de budget. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, Emmanuel Macron a très mal été réélu. Donc, de ce fait, il ne peut pas avoir le soutien des Français. Et il a continué la politique de von der Leyen, qui, comme on le sait, a été plutôt destructrice de toutes nos industries. Il y a une crise économique énorme. Sous prétexte de crise en Ukraine, on a payé l'énergie 3 fois plus ce que l'on produit. Donc ça, c'est une réalité au niveau national qui fait qu'avec un Emmanuel Macron en difficulté, je pense que depuis sa dissolution qu'il a faite à la dernière minute, a été un échec pour lui, majeur. Donc il est en difficulté au niveau national. On le voit actuellement, son budget n'est toujours pas voté. Et après, au niveau européen, il faut se dire, il y a aussi quelque chose de très intéressant à voir. Moi, c'est mon 2e mandat, je l'ai vu tout de suite au 1er mandat. La France, ici, n'est pas présente dans les couloirs. Alors qu'on le voit auprès de d'autres nationalités, je dirais les Italiens ou les Allemands, sont très forts parce qu'ils sont, des fois, sur certains sujets, ils sont transpartisans. Et aussi, une autre anecdote, peut-être que vous ne la connaissez pas, c'est-à-dire que depuis des années, la France a envoyé des députés qu'il ne voulait plus voir, des personnalités politiques qu'il ne voulait plus voir en France. Je vous donne un exemple. Rachida Dati, où ils l'ont mise ici parce qu'ils ne voulaient plus la voir en France, parce que c'était un peu la pré-retraite. Brice Hortefeux aussi. Donc en fait, en général, on mettait sur ce qui étaient les partis majoritaires français, hein, à l'époque c'était les Républicains, ils envoyaient leurs députés pour un peu se dire, bon ben voilà, tu vas te la couler douce là-bas, mais c'était pas pour faire un travail sérieux d'expertise, contrairement aux Allemands, contrairement aux Italiens. Et c'est vrai que finalement, le poids que nous avons ici dans les couloirs s'est réduit comme une peau de chagrin. Et puis nous, on a quand même 29 députés, on essaye d'être présents dans toutes les commissions et d'avoir des rapports. Mais vous l'avez dit, il y a une espèce de cordon sanitaire infect et antidémocratique qui fait qu'on ne peut pas avoir accès au dossier. Moi, je m'accroche, donc j'arrive des fois à en obtenir. Je fais un travail sérieux parce que quand il y a des questions qui sont transpartisanes, je vais prendre l'exemple, là en ce moment, on est en train de négocier la mise en place d'une nouvelle agence de l'Union douanière au niveau européen. Et là, il y a différentes candidatures, dont la France. Mais moi, là, je pense pas Rassemblement National, je pense France. Oui. Ce que font pas les autres députés. Et c'est dommage. Et finalement, ça a un impact négatif sur la France et comme vous l'avez dit, son poids dans les négociations. Et donc, nous, c'est pour ça que notre ambition, à terme, c'est d'être encore plus nombreux. Et sur des questions d'intérêt commun pour la France, moi, je suis ouverte à négocier, à parler à tout le monde. Ce que ne font pas nos autres collègues. J'ai envie de tant pis, mais c'est pour cette raison qu'il va falloir changer de gouvernance. Je voudrais encore soulever la question de Strasbourg, si vous permettez. Oui. Je sais que vous êtes candidate aussi à la mairie de Strasbourg, oui. Bonne chance. Merci. Mais en tout cas, je voulais parler du siège des institutions européennes, parce que nous sommes ici au Parlement européen. Nous sommes cette semaine-ci à Strasbourg, ce qui est normal pour les séances plénières, mais il y a toujours aussi une question de siège, etc. Donc, quelle est votre vision sur cette chose, sur le fonctionnement du Parlement? Si demain vous êtes maire de Strasbourg, qu'est-ce que vous ferez pour le Parlement européen? Pour moi, ça fait partie de l'identité de Strasbourg, de son histoire après la Seconde Guerre mondiale, la réconciliation. Il y a une histoire derrière, une réconciliation franco-allemande qui fait que ce siège a été ici construit. C'est dans les traités. Le siège du Parlement est à Strasbourg. Vous avez vu, il n'y a pas que le Parlement, vous avez la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil de l'Europe, qui fait qu'il y a effectivement une ouverture. D'abord, on appelle aussi la capitale européenne de Strasbourg, la capitale européenne, parce qu'il y a une ouverture sur l'Europe, et il y a cette histoire qui est particulière, c'est cette réconciliation. Donc pour moi, effectivement, je maintiens, je souhaite que le siège perdure ici à Strasbourg, mais aussi, j'ai envie d'aller plus loin. Je ne comprends pas, moi, les mini-sessions à Bruxelles. Effectivement, on sait que Bruxelles, c'est pour d'autres raisons, d'autres institutions, et on voit très bien, c'est un travail de fond
à Bruxelles avec, effectivement, on le sait, c'est la capitale des lobbyistes, c'est plus de 50 000. Donc il y a un travail de fond, il y a la Commission, il y a l'OTAN, bon d'accord, on leur laisse. Mais ces mini-sessions à Bruxelles, je ne les comprends pas. Je sais qu'actuellement, il y a des travaux en cours pour améliorer l'hémicycle, mais je crois que c'est plus de 500 millions d'euros. Oui. Mais pour moi, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Je sais que souvent, ceux qui remettent en question le maintien du siège à Strasbourg, ce sont les écologistes. Et Madame Berzeguin est une écologiste. Et là-dessus aussi, elle n'est pas très claire, parce que ses collègues du même parti dénoncent le maintien du siège à Strasbourg pour des raisons écologiques, pour les allers et retours. J'ai envie de dire, mais écoutez, soyez cohérents. Alors, on arrête les mini-sessions à Bruxelles, on met tout ici au Parlement à Strasbourg. Parce que historiquement, il ne faut pas remettre en question ce qui s'est passé, parce que ça fait partie du rayonnement de la France. Après, je peux entendre souvent les nouveaux États qui viennent d'arriver, les nouveaux élus ne comprennent pas, mais c'est aussi à nous de leur expliquer, de faire peut-être un peu plus de pédagogie sur l'histoire, le passé, ce qui s'est passé et pourquoi nous sommes ici à Strasbourg. Voilà, mais je partage tout à fait ce point de vue parce que pour nous, luxembourgeois, une bonne entente entre la France et l'Allemagne est une question de survie. Alors, ce symbolisme maintenant de voir Strasbourg comme symbole et comme siège du Parlement européen est quelque chose qui me tient également à cœur. Mais Virginie, je vous remercie pour l'entretien que nous avons eu. Je crois que nous devons partir au vote maintenant, comme tous les jours. Voilà. Donc, nous aurons beaucoup de boutons à pousser maintenant. Mais ça a été un plaisir de pouvoir vous parler dans cette enceinte. Merci beaucoup pour le temps que vous avez pris. Merci, c'était un régal. Merci.